Ici Louis Lemieux, au siège social de Prudent Groupe Conseil à Belleuil. J'avais interviewé pour RDI Daniel Dancause, le patron de Prudent, pour nous parler à l'époque de la crise à Lac-Mégantic, mais aussi la tragédie de l'île verte. Cet été, j'ai revu Daniel à la télévision. Il parlait alors des feux de Fort McMurray, mais aussi de l'incendie de ce camion-citerne sur l'autoroute métropolitaine. Des événements que j'aurais aimé couvrir et des entrevues que j'aurais aimé faire. J'ai donc communiqué avec Daniel et on a convenu de se rencontrer pour jaser. Salut Daniel. Salut Louis. Quand tu venais me voir à RDI puis qu'on parlait, je te présentais comme le patron de Groupe Prudent Conseil. Ouais. La seule question que je t'ai jamais posée, c'est quoi ça, le Groupe Prudent Conseil? Bien, finalement, c'est l'histoire d'un gars qui a aboli son poste dans le réseau de la santé dans les années 90 et qui a décidé de partir un groupe conseil qui s'appelle Prudent. Prudent, en passant, c'est le prénom de mon arrière-grand-père. Alors, c'est pas... c'est un beau hasard. C'est un très beau hasard. J'avoue que j'étais un peu jaloux des intervieweurs avec qui tu as parlé cet été parce que c'était des dossiers qui étaient particulièrement passionnants pour moi. Surtout celui des feux de Fort McMurray parce que j'ai couvert beaucoup de feux-forêts dans l'Ouest canadien. Comment, avant même de parler des feux de forêt, comment tu as trouvé ça, ton expérience médiatique pendant l'été? Je te dirais que Fort McMurray, ça a été pour moi une tempête médiatique. Je suis passé une semaine sur tous les réseaux, tant à la radio, j'ai fait 2 entrevues radio, dont une dans l'Ouest, ce qui était ma première expérience. J'ai réalisé, lorsqu'un de mes clients est en situation d'urgence et de crise, comment suivre la pression, les appels, la durée de l'entrevue. J'ai aussi apprécié, honnêtement, c'était ma première expérience d'agir comme poteau auprès de 24-60, auprès de ta collègue, ton ex-collègue, Mme Dussault. Et ça, pour moi, c'était assez stressant. On va expliquer poteau, parce que c'est vraiment un terme qu'on utilise dans le milieu beaucoup. Quand on part en onde pour un bon bout de temps, mais qu'on ne sait pas exactement ce qui nous pend au bout du nez puis ce qui va se passer, qu'on est en direct, on a besoin de quelqu'un vers qui, comme animateur, se retourner régulièrement pour commenter, pour expliquer. C'est stressant, mais en même temps, c'est un des plus beaux rôles que vous avez parce que vous êtes capable, au fur et à mesure, de nous expliquer ce qui se passe. Oui, effectivement. J'ai surtout réalisé la machine des recherchistes. Autant, peu importe le réseau, il y a une machine de recherchistes en arrière. Pendant toute la semaine que j'ai travaillé sur le dossier de Fort McMurray avec Radio-Can, j'étais constamment fidé par courriel. J'étais inondé d'informations et j'ai été fasciné de voir aussi comment les recherchistes vont chercher leur information, ce qu'ils anticipent, les sources d'informations qu'ils ont et également comment c'est présenté et comment aussi c'est analysé. Parle-moi des feux de forêt un petit peu, puis maintenant, c'est facile parce qu'on a plusieurs mois de recul pour regarder comment ça s'est passé. Ça a été presque un miracle qu'il n'y ait pas plus de... Il y a eu des dégâts, mais il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses, mortelles. Il y a là quelque chose d'un petit peu incompréhensible. C'était tellement gros. Oui, c'était gros et c'était, je disais un petit peu à tout le monde à l'époque, effectivement, ça tient du miracle qu'on n'ait pas eu de perte de vie. Dans le délai à laquelle l'évacuation s'est donnée, l'ordre d'évacuation s'est donné, la rapidité à laquelle ça s'est effectué. A posteriori, là, durant la semaine, on regardait un petit peu des commentaires à gauche et à droite. Les gens de Fort McMurray, c'est d'abord des travailleurs qui travaillent en milieu pétrolier, sont habitués, ils ont une culture de sécurité, ils ont des gros pick-up, bon, etc., sont assez disciplinés. Mais on a vraiment failli frôler la catastrophe par rapport à ça. C'est un miracle, effectivement, parce que les délais d'intervention étaient courts et l'ordre d'évacuation, qui, à mon avis, a posteriori, on peut le dire maintenant, sur le coup, c'était un peu difficile. Je pense qu'il a été donné peut-être une journée trop tard. Mais ça, on n'était pas là, puis on n'était pas dans le siège du décideur. C'est toujours facile après. Hein? Ah oui, toujours. Quelles que soient les circonstances. Trop facile. Mais c'était une tempête parfaite, à quelque part. Tempête, c'était pas une tempête, mais je veux dire, la façon dont ça s'est déroulé, ça a comme implosé à un moment donné et ils ont perdu le contrôle à tel point qu'il n'y avait plus rien pour l'arrêter. Ça, c'est... Je ne peux pas dire du jamais vu, mais proche du monde comme ça, c'est du jamais vu. Oui, en même temps, on avait la rivière qui est quand même une rivière de presque un peu plus d'1,5 km de large. Et je crois que les gens ont sous-estimé, autrement dit, surestimé que cette barrière naturelle-là ferait le boulot.
Lorsque le feu a débuté dans le parc de Maison Mobile, Maison Mobile avait des réservoirs de propane. Puis une Maison Mobile, là, 10 minutes, 15 minutes, dans le langage des pompiers, c'est à terre, là, dans le sens que ça a brûlé, il n'y a plus rien à faire. Allumettes. Les allumettes, et somme toute. L'autre chose aussi, ça a été un miracle de voir, il y a eu pendant presque 48 heures de temps, environ 150 pompiers qui étaient de la place, en guillemets, qui éteignaient des feux un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Certains ont même tenté d'éteindre leur maison personnelle alors qu'ils étaient en combat. Et ça, je pense que c'était tout un honneur. On était chanceux de ne pas perdre plus d'infrastructures publiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu l'usine d'eau potable. Si on avait perdu l'usine d'eau potable, on serait dans un tout autre scénario. En même temps, on ne se rend pas compte, parce qu'on ne connaît pas cette partie du pays aussi bien qu'on le pourrait, mais on ne se rend pas compte que c'est le bout du monde, Fort McMurray. C'est loin de tout, littéralement. Quand on parle d'isolé, ici, ça serait au Québec, on pourrait comparer ça quasiment à Chibougamau. Chibougamau, Latuc. J'ai eu beaucoup de similitudes avec Latuc. Latuc, vous savez, quand on monte à Latuc dans Mauricie, on a 2 accès. Là. Il n'y a pas 50 accès. Là. Il y a un accès par la boue de Shawinigan, puis un autre accès, c'est par Roberval. Ça ressemble un petit peu à ça. Eux avaient une route seulement. Alors, il y a une gang qui sont montés comme vers Roberval, l'autre groupe sont descendus vers Shawinigan. C'est un peu en analogie ce qu'on peut comparer, mais c'est effectivement au tien du miracle. L'autre crise qui t'a tenu occupé cet été, ça a été plus intense et plus court, mais plus proche aussi de la nature, si je ne me trompe pas, de Daniel Dancause, parce que là, on parle de pompiers, on parle d'une crise sur l'autoroute métropolitaine, le camion-citerne qui a pris feu. Ça, c'était presque du sur-mesure pour toi, là. Ah, c'était du sur-mesure parce que, c'est un environnement que je connais. Je connais les gens qui sont intervenus pour la plupart comme tels. Je connais les stratégies tactiques d'intervention qui sont au Québec depuis plusieurs années. Alors qu'à Fort McMurray, effectivement, c'est dans l'Ouest. C'est un territoire que je connaissais moins. J'ai dû me documenter très rapidement. Je connais Fort McMurray, mais sans le connaître, etc. Et je reviendrai 2 secondes, si tu me permets. Être pompier forestier, là, c'est tout un métier. Là. C'est tirer du boyau, des centaines de pieds de boyau, de mètres de boyau dans des endroits escarpés. Il fait chaud. C'est tout un métier. Les images qu'on voit là, avec les réservoirs qu'il faut pomper pour éteindre, puis qu'on combat les feux à la pelle, c'est pas des vieilles images. On fait encore ça, là. On fait encore ça et c'est encore des bonnes méthodes d'extinction quand on veut contrôler un certain avancement. Les avions citernes ne font pas tout le boulot en passant, c'est utopique de croire. Puis les avions citernes, ça ne vole pas de nuit. Alors, il y a plein de contraintes comme ça de terrain. Les hélicoptères qui viennent écoper, c'est des petites quantités d'eau, là. C'est pas grand-chose. Tout à fait. Et les feux de forêt, en passant, ça circule sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, la rapidité s'est faite. C'est-à-dire, la propagation d'incendie s'est faite de façon très rapide. On a des modèles mathématiques aussi. Il y a plein de logiciels. D'ailleurs, une question qui a été posée à un moment donné, c'est comment on a de la misère à savoir la météo, puis qu'eux vont savoir la progression. Il y a des logiciels mathématiques qui existent depuis longtemps, aussi au Canada, aux États-Unis, qui permettent, en fonction du relief, de la température, du taux d'humidité, du type de boisé qu'on est en présence, d'être capable de calculer avec des vents dominants, puis des phénomènes atmosphériques inversés, puis il y a plein de paramètres. On voit que tu as réétudié ça cet été, au moment où ça brûlait. Ce que tu n'as pas eu besoin d'étudier, c'est ce qui se passait sur l'autoroute métropolitaine avec l'incendie de la citerne. Mais en même temps, tu as étudié la scène beaucoup, parce que ça prenait des yeux de spécialistes pour comprendre ce qui venait de se passer. Oui, effectivement. Sur les camions-citernes, en passant, les camions-citernes d'aujourd'hui sont plus construits en acier, sont construits en aluminium. Question de technique de construction. Beaucoup plus léger aussi. Et là, le Bureau de la sécurité des transports, Transport Canada fera l'enquête, mais est-ce que ça aurait pu pas éviter l'accident? En passant, l'accident, c'est la fatalité, on vit. Ça n'avait rien à voir avec le camion-citerne, c'est un accident. Ce qui est déploré, puis le pauvre citoyen qui a essayé de sauver le chauffeur, il y a 2 extincteurs portatifs sur le camion-citerne, chacun des côtés, d'un 20 livres d'extincteurs portatifs sur chacun du côté de la camion-citerne. Qui n'ont pas été jamais utilisés. Le fait d'avoir un camion on appelle ça à cabine courte, fait en sorte que le pauvre conducteur, lui, s'est fait vraiment pris en sandwich. Je ne suis pas certain non plus que le trailer du citerne n'est pas venu, n'a pas décroché une certaine mesure également. Les images étaient fortes, mais peu inquiète. Moi, dès les premières heures, j'avais dit environ 36 heures, puis ça a pris 38 heures avant d'ouvrir le métropolitain. Mais c'était potentiellement très inquiétant pendant un bon bout de temps, parce qu'il y avait des immeubles plus qu'à proximité, il y avait des immeubles au-dessus.
tout le monde qui a regardé ça trouvait que c'était impressionnant, panache de fumée, le feu, les flammes, la circulation sur l'autoroute, mais il y a plus que ça en jeu, là. Ah, il y a plus que ça parce que Montréal a fait un job extraordinaire. Je l'ai dit, je l'aurais dit, dès la première, en 1 heure, l'incendie était contrôlé. Les 2 bâtiments en hauteur qui étaient l'édifice de Desjardins, l'édifice de la FTQ étaient déjà en mode défense pour protéger ces immeubles en façade. L'équipe d'intervention de matières dangereuses du SPIM, pas du SPIM, ça s'appelle le SIM, pardon, a fait un boulot exceptionnel également pour endiguer le liquide qui coulait au niveau des égouts, pour éviter que ça ramasse les égouts, etc. En 1 heure, la scène était contrôlée. L'incendie n'était pas maîtrisé, mais la scène était contrôlée. On est à Montréal, il faut dire ça. Donc, on a de la mousse, on a de l'eau en quantité suffisante, on a des plateformes élévatrices qui nous permettent d'attaquer le feu à partir, non pas du viaduc, mais en dessous du viaduc. On a été chanceux également dans toute cette malchance-là, d'une certaine mesure, parce que l'incendie ne s'est pas propagé, c'est seulement c'est une remorque complète, mais des fois, sur ces trains routiers, on a des trains routiers, c'est ça pour dire qu'on aurait pu avoir un autre train routier, mais on était relativement une bonne intervention du CIM à cet égard. Tu as été passablement occupé aussi auprès des médias pendant cette période-là. Ouais, ma deuxième tempête médiatique a duré elle, environ 2 jours et demi. J'en ai profité aussi pour commencer à écrire un blog. Ça m'a allumé. Ça fait longtemps que je pensais écrire un blog. Là, ça m'a allumé. J'ai fait mes premières tentatives, un peu maladroitement. À la fois sur mes différents réseaux sociaux que j'ai. Il y a eu une bonne réaction. Les gens ont répondu beaucoup. Et ça m'a donné le goût un petit peu de continuer, là. Et c'est pour ça, ceci expliquant cela, que quand je t'ai appelé, après t'avoir vu à la télé presque tout l'été, en tout cas pendant une partie de l'été, tu as réagi aussi favorablement et puis que tu m'as invité à prendre ce café. D'ailleurs, ça va en prendre un café, mais parce que j'ai une proposition à te faire. Ce qu'on est en train de faire là, ça me semble être pour toi un exutoire. Il y a des choses, je sens qu'il y a des choses que tu veux dire. Quand tu as été parler aux médias et répondre à leurs questions, tu rendais service en répondant à leurs questions, mais je sentais, puis je le sentais ça quand tu venais me voir à l'époque de Lac-Mégantic puis de l'Île-Verte, que c'est parce qu'il y a des choses que tu veux dire. Ouais. C'est vrai? Bien, ce que je veux dire, c'est que je veux contribuer. Je continue. Moi, ça fait 34 ans. J'ai 54 ans. J'ai commencé ma carrière en sécurité publique. J'avais 20 ans, Louis. Et ça fait 34 ans qu'une de mes missions principales, puis de mon équipe, c'est de parler de prévention, d'amener, de vulgariser ces informations-là, d'enlever le spectacle. Le spectacle, le show, ramener ça au niveau des gens, comprendre comment les opérations se font. Parce que l'objectif en arrière, c'est que je me dis, chaque citoyen qui en prend un petit bout, qui comprend un petit peu mieux comment ça se passe, va contribuer à la résilience de notre société. Moi, je suis un gars de prévention d'abord. Et je veux profiter des moments qui me sont donnés Écoute, pour moi, là, faire la télé, faire un peu de radio, c'est un moment magique. J'adore le domaine des communications. Je me suis découvert ça par la force des choses. Honnêtement, mes multiples accès à ton émission pendant Lac-Mégantic, pendant cette semaine-là, pendant 2 semaines de temps, de façon assez régulière, ça m'a fait réaliser un certain nombre de choses. Et comme mission de vie, je me suis donné ça pas mal aujourd'hui, de parler de prévention. Bien, j'en ai plus d'émissions, puis je te l'avoue, je m'ennuie, ça me manque. Ta sphère d'expertise, ça me passionne. Alors, j'ai une proposition à te faire, mais d'abord, ça me prendra un café. Bon, c'est correct, on va y aller.